Sauf animation. C'est l'enregistrement. Donc, ce que je vous propose, c'est de couper votre micro pendant la séance. Et si jamais à un moment je vois que ça peut être plus participatif, n'hésitez pas à voilà, pouvoir lever la main et je répondrai à vos questions. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer des petites questions dans le chat pour participer. Le but, que ça soit interactif. Euh, et peut-être avant de vous présenter un peu les objectifs de la séance, tu peux retourner sur la slide avant. Peut-être que je peux vous demander, vous pouvez envoyer un petit message dans le chat, pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré dans le titre de cette formation? Qu'est-ce que vous pensez apprendre? Est-ce que c'est parce que vous avez fait face à des moments sur le terrain avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous? Est-ce que c'est pour affronter voilà, des personnes qui sont radicalement opposées à vos idées? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Pour que j'adapte aussi un petit peu peut-être le contenu de la formation. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent partager, non, une attente par message? Et sinon, pas de souci, je vais continuer. Euh, Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'avancer. Donc, je vois que Marie-Christine dit qu'elle n'a pas encore participé à une action sur le terrain et de se sentir plus en confiance. Carrément, ben, on va travailler là-dessus aujourd'hui, justement sur le rôle de la posture qu'on peut prendre. Donc, on est là pour ça, c'est parfait. Emmanuel milite pour le printemps marseillais. Claire vient de commencer le tractage, génial, et pour prendre confiance, super. Euh, et pouvoir militer en confiance, carrément. Ok, et bah si tu avances sur la slide suivante, donc nos objectifs aujourd'hui, débat, déjà on va voir pourquoi débattre de manière générale ou pourquoi en fait c'est difficile, c'est conflictuel aujourd'hui d'avoir enfin pourquoi en fait il y a des objections qui naissent par nature et ensuite l'idée c'est vraiment de vous outiller pour savoir comment réagir dans les différents cas et quelle est un peu la posture qu'on peut prendre face à des objections. Et l'idée, c'est vraiment on va se concentrer sur l'outil principal qu'on utilise chez Victoire Populaire, qui est vraiment l'écoute active et qui est un outil applicable et transposable dans plein de vos vies. Et ensuite, de manière générale, ensuite, on va s'appliquer à des cas spécifiques de personas qu'on pourrait rencontrer sur le terrain quand on tracte. Et comme ça, peut-être qu'ensemble, on pourra voir comment répondre à certaines phrases types qu'on peut entendre. Si vous êtes d'accord avec ça, du coup, on va avancer. Donc là, j'ai mis une petite image, c'est juste pour un petit peu introduire le sujet. Bon, même si c'est pas, donc justement, c'est pas d'actualité, c'est pour montrer que dès l'époque, il y a 200 ans, bon, un peu moins de 200 ans, on voit, donc c'est un dîner de famille à table, et en bas, il y a une petite phrase qui dit surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Donc tout le monde a l'air ravi, enjoué, et a l'air de passer du plutôt bon temps. Et si on passe à la slide suivante, on voit que bah voilà, ils en ont parlé et directement c'est devenu conflictuel, tout le monde s'étrangle et s'attrape par la gorge. Et parce que voilà, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder. C'est pas quelque chose de récent et ça a toujours existé dès qu'on aborde des sujets difficiles et pour lesquels on n'est pas d'accord, qu'on ait du mal à réagir et qu'on sent que l'émotion peut prendre vite le dessus. Et donc, si tu vas à la slide suivante, donc pourquoi c'est difficile de parler de politique de manière générale et pas que sur le terrain? Bah, la première chose en fait que c'est un sujet en fait qui est émotionnel et identitaire. C'est un sujet qu'on a souvent, soit on est né avec une identité, soit on l'a développé au cours de sa vie, et donc c'est un sujet en fait qui va faire naître en nous des émotions fortes et avec lesquelles on va parfois avoir du mal à communiquer. On aura peut-être du mal à comprendre déjà nos propres émotions, donc ça sera difficile de vivre avec celles de ceux en face. Et c'est un sujet aussi qu'on a identitaire, qu'on a développé et du coup auquel on est attaché. Ensuite, on a souvent envie de parler
à la personne en face pour essayer de la convaincre. Parce que on est persuadé, en tout cas, souvent, on a l'impression d'avoir la bonne posture, on est la personne qui a, en tout cas, probablement la bonne réponse. Et donc, on va pas écouter, on va pas chercher à écouter ce que la personne a à nous dire en face. Donc, ça va mener à des débats un peu stériles où, en fait, c'est du ping-pong d'idées. Et donc, on s'écoute pas forcément. Et il y a une autre idée qu'on a notée, après il y en a sûrement d'autres raisons, c'est aussi qu'aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, mais aussi évidemment les médias, la presse, renforcent un petit peu des positions figées, des malentendus. On est souvent dans des bulles, notamment sur les réseaux sociaux ou à la télé, quand on écoute une seule chaîne, une seule radio, on est un petit peu dans des bulles de filtres qui vont venir confirmer en fait les idées qu'on a déjà. Et ça fait que bah voilà, on est confronté un petit peu aux mêmes seules idées. Donc dès que on va ailleurs écouter d'autres, on est complètement décontenancé et on a du mal à sortir de la position qu'on a déjà dans ce filtre. Donc ce qui va amplifier les malentendus. Euh, et j'ai mis une autre quelque chose d'autre donc sur la slide suivante. C'est là on voit donc c'était une étude d'il y a quelques années qui montrait que bon c'était en Amérique pendant les élections 50% des adultes américains avaient cessé de parler politique même avec leurs proches, donc on voit que c'est même pas juste sur le terrain, même avec sa famille c'est compliqué, on a du mal à en parler et que plus on est politisé, moins on en parle, parce que on commence à développer de l'anxiété face au jugement des gens avec qui on est proche, et on a même du mal, je sais pas si c'est le cas pour vous, en tout cas d'après l'étude, on a du mal à parler avec les gens avec qui on est les plus proches, parce que ça peut être encore plus fort émotionnellement. D'en discuter avec eux. Moi, je sais que c'est le cas, par exemple, dans ma famille. Et du coup, les désaccords politiques sont même presque perçus comme un risque relationnel. Et donc, en fait, on évite complètement le débat, on coupe court au débat, peut-être parce qu'on n'a pas d'outils, justement, pour savoir y faire face. Et donc, on préfère ne pas aborder le sujet. Donc, finalement, une objection, qu'est-ce que c'est? Donc, là, vous voyez, il y a plusieurs phrases, des objections qu'on pourrait entendre sur le terrain, mais ça pourrait être aussi avec ses amis ou dans le bar. Tous les politiciens sont pourris. De toute façon, ça sert à rien de voter. Moi, je sais plus trop quoi penser. J'ai l'impression que tout le monde ment. Ou avec tous ces étrangers, en fait, on s'y retrouve plus. Donc, vous, qu'est-ce qui, si vous pouvez envoyer un petit pouce, qu'est-ce qui voudrait répondre par un contre-argument? Par exemple, bah non, t'as faux, puisque évidemment qu'il faudrait aller voter. Il y a beaucoup d'abstentions. Si tout le monde votait, ta ta ta. En fait, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, voilà, qui voudraient répondre par un contre-argument quand vous entendez ce genre de phrase parce que ça vous semble aberrant? Et ben, donc c'est vrai que bon, je vois pas de pouce. En tout cas, moi, quand j'entends ça, souvent, enfin, naturellement, j'aurais envie de dire, bah attends, t'as tort, c'est pas la vérité. En fait, on a envie d'aller vers le contre-argument pour pouvoir montrer à la personne que son raisonnement n'est pas logique. Et on va vouloir lui dire, voilà, bah non, absolument, il faut aller voter pour les municipales, c'est super important. Mais en fait, si à la réponse à la question, les politiciens sont tous pourris, on lui dit, bah non, il y a des gens super bien en politique. Bah en fait, là, on va la parler complètement au rationnel de la personne, on va parler à sa tête, alors que son objection en soi, elle vient vraiment du cœur. C'est quelque chose que tu peux venir à la slide suivante, Vincent. Du coup, l'objection, en fait, elle vient du cœur. Cette personne-là, sûrement, en fait, elle se sent pas entendue depuis plusieurs années. Et donc, si elle en arrive à dire les politiciens sont pourris, c'est qu'elle a été elle a été probablement déçue par plusieurs situations. Et donc, en fait, si on lui répond, bah si, il y a des gens bien, regarde un tel, un tel, un tel, en fait, la personne va sûrement pas sentir entendue ni comprise dans ses émotions et va sûrement se fermer davantage. Donc en fait, ce que j'essaye de dire autrement, c'est que si on essaye trop rapidement d'argumenter, en fait, la personne va avoir l'impression qu'on la contredit, qu'on essaye de la convaincre, et en fait, et ben généralement, le mécanisme un petit peu humain, plus on essaie de me faire changer d'avis par des contrefaits, plus on s'accroche à l'idée que la mienne est la bonne, et donc on va vouloir contre-argumenter. Donc en fait, si vous voyez où je veux en venir, ça va devenir un débat stérile, un peu où chacun va balancer des contre-arguments, et en fait, on n'en sort pas.
Il n'y a pas d'échappatoire puisque chacun est campé sur ses positions. On parle avec du rationnel, on parle avec des faits et c'est très difficile d'en sortir. Et donc, l'idée, et on va là où on vient, c'est d'essayer de... Brigitte, je vois ta main, j'arrive juste après. C'est d'essayer de sortir en fait du contre-argument, donc vraiment du ping-pong, de la boxe où chacun balance un argument, un contre-argument, parce qu'il a l'impression, elle a l'impression d'avoir la bonne réponse, pour aller vers une conversation qui est plus intentionnelle. Et on va voir ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire peut-être de plus comprendre d'où la personne vient, de plus comprendre ses émotions, pourquoi elle en est arrivée à penser ça, et donc peut-être qu'on va pouvoir insinuer ou commencer à poser du doute sur ce que la personne a pu apprendre et poser des questions plutôt que rester dans quelque chose de stérile. Oui, Brigitte? Oui, c'est ça, j'allais dire ben, pourquoi, lui demander pourquoi elle mentionne cela, quoi. Est-ce que c'est quelque chose, quels sont les faits qui lui permettent de dire ça, et notamment au niveau local, quoi, voilà. Peut-être pas de prendre la messagerie des réseaux sociaux, mais ce qu'elle avait vécu vraiment, elle, personnellement, lui permettant de dire ça. Et bah carrément, va voir ça juste après, mais on va voir justement comment on peut appliquer la méthode de l'écoute active et on verra que justement poser des questions et des pourquoi, c'est un des principes un peu et ça va permettre de creuser. Donc tout à fait. Et donc l'idée, c'est vraiment de... Donc pour répéter en d'autres termes, si mon intention en fait c'est de convaincre et l'autre et que son intention c'est de me convaincre, bah en fait on va pas aller loin. En revanche, et ça garde un rapport de force, donc chacun cherche à défendre sa position et à gagner le débat. Nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Et si vous militez sur le terrain, que ce soit avec Victoire Populaire ou d'autres associations, ou même de manière générale dans vos conversations avec vos amis ou n'importe qui, et ben si vous voulez vraiment sortir de cette logique de en fait c'est pas d'avoir raison, c'est plutôt de créer du lien et de la compréhension. Et du coup, il va falloir commencer et essayer d'apprendre à écouter les émotions qui se cachent derrière les mots de la personne. Alors, ici, évidemment, on n'a pas le temps en une heure de discuter de toutes les émotions possibles et est-ce que tu peux, c'est possible? Ah voilà. On va pas, voilà, il y a des outils qui vous permettent de comprendre un petit peu tous les types d'émotions qui peuvent se cacher derrière en fait, on appelle ça la roue des émotions. Tu peux remettre en diaporama, Vincent. Et donc la roue des émotions, c'est un super bon outil pour essayer de comprendre un petit peu ses propres émotions d'abord et ensuite les émotions des autres. Donc c'est vrai que quand on pense à des émotions, on a généralement les grandes émotions qui nous viennent en tête, la colère, la peur, la tristesse, la joie. Et après, évidemment, ces grandes émotions renferment plein de petites émotions qui sont plus subtiles. Et le fait peut-être d'essayer de comprendre ce qu'elles indiquent peut nous aider aussi à comprendre les personnes en face. Donc généralement, on peut comprendre les émotions un petit peu sous deux axes. Il y a les émotions qui nous tournent plus vers l'intérieur. Quand l'énergie est plus tournée vers l'intérieur, c'est les émotions de repli, la tristesse, l'impuissance, c'est des émotions de repli. Et après, les émotions qui sont plus exprimées vers l'extérieur. Quand on est excité, ça se voit généralement le visage d'une personne. C'est des émotions que l'on vit peut-être dans le corps, que l'on transmet. L'énergie est plus vers l'extérieur. Et après, il y a sur l'autre axe, du coup horizontal, il y a des émotions plutôt qui arrivent de manière brutale, saccadée. Et ensuite, qui va vers un continuum où les émotions sont plus souples, elles sont plus douces, dans le sens où elles arrivent moins à un instant T. Et si on prend des exemples d'émotions connues, il y a par exemple la colère, donc c'est une émotion forte qui est plutôt tournée vers les autres. La peur, elle, c'est plutôt une émotion qui est tournée vers l'intérieur. Mais après, il y en a d'autres qu'on peut analyser. La tristesse, c'est peut-être une émotion un petit peu plus souple, qui est aussi plus tournée vers l'intérieur. Voilà, donc chaque émotion peut se lire sur ce cadran et peut nous indiquer ce que la personne est en train de vivre et peut-être ce qu'elle est en train de, enfin, ce dont elle a besoin. Et donc, si on reprend
ce cadran et qu'on le réapplique aux, aux objections qu'on a vues tout à l'heure. Donc, si on voit la slide d'après, eh ben, peut-être que vous pouvez me dire, si je vous dis par exemple, tous les politiciens sont pourris. Pour vous, c'est quoi comme type d'émotion? Ça serait quelle émotion? De la colère, Ouais, carrément, de la de colère, la frustration, de la frustration aussi, ouais, carrément. Si je vous dis, avec tous ces étrangers, on s'y retrouve plus, ça serait quoi plutôt comme émotion? de la peur, La peur, ouais, carrément. Et moi, j'avais noté aussi, par exemple, de l'insécurité. Voilà, donc là, j'avais commencé à mettre voilà, des émotions qui peuvent se cacher un petit peu derrière les objections qu'on peut entendre. Et donc là, c'est facile parce que c'est un travail qu'on fait a posteriori d'analyse. Évidemment que quand on est face à quelqu'un, parce que nous-mêmes, on est pris par nos propres émotions personnelles, c'est difficile, ça peut être difficile d'analyser avec retrait les émotions de la personne pour essayer de comprendre ses besoins. Donc voilà, on vous donne des outils, on comprend bien que ça met du temps, c'est un exercice et ça s'applique petit à petit quand on essaye de l'appliquer. Euh, et donc, ce que je vous donc pour essayer de comprendre les émotions et des objections qui sont en face de nous, il va falloir être prêt à écouter de manière active. Et en fait, c'est pas simple. C'est pas simple pourquoi? Parce qu'il y a plein d'obstacles à l'écoute active qui viennent un peu de la manière dont on fonctionne en tant qu'humain de manière générale parce qu'on essaye d'adopter certaines postures. La première, par exemple, c'est qu'on prend souvent le rôle du conseiller. Le rôle du conseiller, c'est on écoute quelqu'un, on entend quelqu'un et rapidement on a envie voilà, de lui dire, de le conseiller d'agir d'une certaine manière. Donc là, on voit qu'il lui dit, bah, tu devrais t'affirmer davantage, il faudrait que tu vois un psy. Voilà, donc c'est directement, on a sûrement la bonne solution pour la personne de notre vécu. Et au lieu de lui poser des questions, rapidement, on va lui dire, bah voilà, la solution, ça serait de faire ça. Il y a aussi la posture qu'on peut parfois prendre, c'est de minimiser les émotions que la personne peut ressentir. Et peut-être qu'en plus, ça, sur le terrain, ça peut arriver parce que quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord, et ben on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle est en train de penser. Et du coup, ça peut être difficile d'accepter les émotions qu'elle est en train de vivre parce que cette personne, voilà, elle a un vécu. Et on a beau se dire, bah voilà. Ce qu'elle est en train de penser, mais je suis tellement pas d'accord avec. Et du coup, ça va être difficile de se dire que bah, elle a quand même peur, cette personne. Ça vient pas de nulle part, elle l'a construit, et donc ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Euh, Ensuite, il y a un peu le rôle de l'enquêteur. C'est un peu différent du conseiller, mais c'est un petit peu, ça va être d'essayer de creuser de tout, mais juste parce que on aime bien un petit peu tout savoir, mais pas forcément dans le but d'une conversation intentionnelle. Euh, Après, il y a le rôle. Bon, là, il y en a différents. Ensuite, tu peux avancer. Il y a, par exemple, la posture celui qui diagnostique, qui est un peu le médecin, et c'est un peu comme celui du conseiller, mais qui rapidement va trouver la bonne solution et lui dire qu'en fait, son problème, ça vient de là. Et si elle pense comme ça, c'est parce que un tel. Et voilà, et ça, c'est une posture qu'on peut facilement prendre. Et la dernière, et ça, je trouve que c'est peut-être aussi celle que on peut prendre le plus régulièrement, c'est un peu de ramener à soi. C'est d'écouter quelqu'un, mais en fait, rapidement, de penser à sa propre vie. Et donc, bah voilà, directement de parler de soi sans écouter ce que la personne a à nous dire. C'est quelques exemples. Je sais pas si Vincent, tu voulais compléter. Tout à fait. Je voulais juste rajouter un truc, c'est que chacun, chacune, on a un petit peu notre personnage préféré qu'on a tendance à prendre plus que les autres. Et donc, du coup, un petit exercice assez intéressant, sans forcément changer les choses au quotidien, c'est d'observer dans ses échanges avec ses proches, ses amis, sa famille, un petit peu quel est le personnage qu'on a tendance à prendre. Et c'est tout à fait OK, hein, c'est vraiment tout le monde prend régulièrement un de ces personnages. Et donc, du coup, d'être particulièrement attentif quand on veut se mettre en position d'écoute active, le voir arriver ce petit personnage, se dire, ah tiens, là, il y a mon petit conseiller qui arrive là, comme d'habitude, et ben là, je vais peut-être pas le laisser s'exprimer pour être plus à l'écoute de la personne. Bon, merci beaucoup.
Et donc voilà, il y a plein d'outils comme ça qui nous permettent de mieux nous comprendre et de voir comment on agit quand on est avec ses proches sur le terrain et qui nous permettent peut-être ensuite de tendre plus vers l'écoute active parce qu'on arrive à plus facilement reconnaître la posture qu'on va prendre facilement. Et donc, qu'est-ce que la posture n'est pas? Donc, l'écoute active, pardon. L'écoute active, si vous voyez où je veux en venir, c'est pas de se taire en attendant son tour de parler. C'est pas seulement d'hocher la tête en faisant semblant d'écouter, et c'est surtout pas de chercher à avoir raison. Ça, c'est ce que l'écoute active n'est pas. En revanche, ce que l'écoute active est, c'est vraiment quand on écoute, d'être assez attentif et concentré. En fait, l'écoute active, c'est un exercice difficile ou de concentration où on va essayer de repérer ce qui compte pour la personne, ce qui est important pour la personne. Et donc, si tu vas sur la slide d'après, eh bien, en fait, on va voir que derrière les mots de quelqu'un, de manière générale, et d'autant plus sur des sujets qui fâchent et qui peuvent, comme on l'a vu au début, amener à des débats, il y a des émotions. Il y a des émotions fortes, donc derrière des mots, il y a des émotions. Et ces émotions-là, eh bien, elles cachent un besoin. On a des besoins qu'on a envie qu'on a besoin ça serait quoi le mot? De, Vincent, je trouve pas le mot, Mm. mais De Satisfaire. remplir, de satisfaire. satisfaire, exactement. Je trouvais pas le mot, merci beaucoup. On a des besoins qu'on doit satisfaire, et c'est à travers les mots que j'exprime que je les transmets. Et donc, en fait, en écoutant la personne, on va pouvoir orienter son discours en fonction pour répondre aux besoins pressentis de la personne. Et ça, c'est vraiment un outil super utile parce que la personne va se sentir écoutée, la personne va se sentir comprise, et à partir de là, il va pouvoir avoir une discussion. Et je reconnais que c'est pas simple, mais c'est vraiment à partir de l'écoute active qu'on va réussir à tendre vers quelque chose de fructueux. Et donc, comment on fait c'est quoi quelques bonnes pratiques d'écoute active? Donc, tu le disais tout à l'heure, Brigitte, poser des questions ouvertes. Donc, qu'est-ce qui t'inquiète? Là, il y avait par exemple, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Comment tu le vis? Pourquoi tu en es? Pourquoi tu penses ça? Donc, les questions ouvertes et non fermées, ça permet à la personne de se poser des questions sur pourquoi elle en est arrivée à penser ça. On peut aussi reformuler. Donc, la personne vous a dit quelque chose, peut-être, pour essayer de bien comprendre, vous reformulez ce qu'elle est en train de dire, et peut-être que vous avez là, comme on le voit, si je comprends bien, ce qui te met en colère. Donc là, ça veut dire qu'on a compris l'émotion de la personne et on fait valider à la personne qu'elle est en train de sentir cette émotion. Elle va se sentir comprise et en effet, elle va vous valider, bah oui, je suis en colère parce que. On peut aussi valider de l'émotion de la personne, et ça, c'est sûrement le plus difficile, surtout quand la personne ne pense pas comme vous, parce que de lui dire que c'est logique que cette personne ressente ça, c'est difficile quand on n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense. Mais en fait, ces émotions sont valides, et donc le fait de les valider va aussi vous amener à une conversation plus fructueuse. Et voilà, et le dernier conseil qu'on peut donner dans l'écoute active, c'est aussi de regarder la posture de la personne. Comme on a vu sur la roue des émotions, il y a des émotions qui se transmettent. C'est des énergies qui vont plus transparaître dans le corps, plutôt vers l'intérieur ou l'extérieur. Et du coup, non seulement d'écouter ce que la personne a à vous dire dans ses mots, mais aussi dans la manière dont elle se tient, dans ses mains, peut-être dans ce qu'elle ne dit pas, dans le ton qu'elle adopte. Ça, c'est aussi un outil pour écouter de manière active. Et j'insiste sur les étapes 1 et 2. Un truc qu'on peut avoir tendance à faire, c'est d'aller directement à l'étape 3 en surinterprétant, aussi en confondant ses propres émotions avec les émotions de l'autre, en projetant. C'est quelque chose qu'on a naturellement tendance à faire. D'autant plus que la personne, elle n'est pas forcément au clair elle-même déjà sur ce qu'elle ressent, en fait, la plupart du temps. Et donc, du coup, ne pas hésiter à prendre du temps à questionner, puis rester dans une posture humble, de dire, attends,
attends, vraiment, là, j'ai l'impression que enfin, j'entends de la colère, c'est ça. Et on voit vite sur les expressions de la personne si c'est ça ou s'il y a autre chose, etc., etc. Donc voilà, éviter de. Enfin, c'est un risque en tout cas, c'est un piège à ne pas tomber dedans, c'est de tomber dans le ah bah je vois que tu es en colère et tout. En fait, ça se trouve, c'est peut-être pas de la colère. Souvent d'ailleurs, derrière la colère, il y a beaucoup de choses autres. Euh, voilà. Donc rester dans le questionnement et, euh, et l'échange. Et quelque chose chez VP que Loumir nous dit régulièrement, si vous la connaissez, Loumir Lapré, qui est aussi enfin, une grande adepte de la conversation intentionnelle et de la conversation générale, de manière générale, les conversations pour amener enfin, la discussion, en fait, pour essayer mieux de se comprendre. Elle nous dit c'est vraiment le jeu des pourquoi. Vraiment, c'est les 7 pourquoi, comme le jeu des 7 familles, mais les 7 pourquoi. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, demandez-lui pourquoi, mais pourquoi tu penses ça? Et ensuite, pourquoi? Et petit à petit, la personne en fait, ce qu'on voit, c'est que la personne va pouvoir commencer à douter. Plus on creuse, plus la personne va être en capacité de douter. Et à partir du doute, eh ben, c'est là qu'on va pouvoir, ensuite, la personne, peut-être que sur le moment, eh bien, elle va pas valider ce que vous êtes en train de lui dire, mais peut-être que plus tard, parce que vous aurez instauré du doute, elle va y repenser. Et sur cette base-là, on va pouvoir créer un lien et aider à la personne à se poser des questions. Donc, si on avance, et maintenant, si on regarde de manière plus concrète, comment on fait? Comment on fait quand on est en discussion avec quelqu'un et que on n'est pas d'accord, il y a des objections, c'est quoi un petit peu le cadre? Ça, c'est le cadre général. Après, dans la réalité, voilà, il va s'appliquer plus ou moins dans cet ordre-là. Mais déjà, la base de l'arbre, les racines, c'est vraiment d'écouter. D'écouter de manière active, de manière concentrée pour essayer de comprendre les émotions de la personne. Là, j'ai mis ses expériences, ses colères, mais ça peut être ses joies. En tout cas, d'essayer de commencer à percevoir les besoins et les émotions de la personne. Ensuite, peut-être que ce qui est bien à ce moment-là, c'est au lieu de, j'avais mis au début le mot recadrer, c'est pas forcément le bon mot parce qu'on n'a pas forcément la science infuse, mais c'est peut-être de mettre en lumière les enjeux. Par exemple, vous parlez d'une thématique en particulier, name the game, donc peut-être que ouvrir un autre récit, montrer une autre perspective, montrer sous un autre angle le sujet dont vous êtes en train de parler. Quelque chose qui marche bien aussi, c'est une fois que vous avez fait ça, pas seulement pour parler de vous, parce que c'est intéressant de parler de vous, mais en fait pour montrer que en fait c'est vous comprenez ce la personne est en train de vivre parce que vous avez une histoire qui fait écho. Et ben en fait si vous vous connectez avec cette personne en disant mais moi aussi ma grand-mère elle est en EHPAD et je sais ce que c'est de pas avoir assez d'infirmières qui peuvent soigner d'elle et ben là vous allez rentrer en connexion avec cette personne, elle va vous faire plus confiance et ce sera plus facile d'avoir ensuite une conversation fructueuse. Et ensuite évidemment on n'est pas là juste pour écouter de manière active et ensuite partir sans avoir pu obtenir quelque chose. On est quand même venu avec une intention en particulier. C'est pas de la contre-argumenter, mais c'est quand même à la fin de pouvoir amener la conversation quelque part. Et ça, euh, ce qu'on peut faire, c'est proposer une manière concrète d'agir. Par exemple, si la personne vous dit de toute façon, euh, je sais pas, sur les cantines, on parle de l'alimentation, et ben vous lui proposez, par exemple, d'aller avec vous au, euh, au supermarché coopératif du coin pour que vous lui présentiez. Enfin, ça c'est un exemple, mais en fait l'idée c'est de lui proposer une action où elle puisse dire oui. Une action, mais ça peut être même une action facile. Bah regarde, est-ce que tu veux aller sur ce lien? Je peux te montrer. Et comme ça, vous lui proposez quelque chose où la personne puisse le faire ensuite. Vous lui proposez une action qui puisse déjà la mettre en mouvement. En fait, ce qu'on veut, c'est la sortir de la position où elle est par un mouvement simple qui peut ensuite mener à d'autres mouvements. Donc c'est un petit peu le début de mettre la personne en mouvement. Je parle beaucoup, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me couper. Et enfin, pas me couper, mais me poser une question. Euh, et donc là, on a mis un exemple sur la slide d'après. C'est un exemple. Donc, si vous entendez, de toute façon, manger bio, ça coûte trop cher. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est relier, donc c'est se connecter à la personne via des émotions que nous, on a pu ressentir, lui dire, bah voilà, moi j'ai déjà eu ce sentiment au début, j'avais l'impression que c'était réservé
seulement aux personnes qui ont les moyens. Ensuite, mais en fait, il manque celui d'en haut, je pense. Il manque les écouter, voilà. Il manque l'écouter. Écouter, donc je comprends. Je comprends. En fait, tu veux dire que t'aimerais bien manger bio, mais que c'est compliqué de suivre avec ton budget. Donc déjà là, vous creusez, vous essayez de comprendre pourquoi la personne dit ça. Est-ce qu'elle aimerait bien manger bio, mais qu'en fait elle n'y arrive pas. Et déjà à partir de là, vous allez pouvoir comprendre déjà ce qu'elle est en train de vous raconter. Relier, donc on l'a vu. Ensuite, bon, recadrer, mais recadrer, c'est pas le mot, c'est peut-être proposer un autre angle de vue, proposer une autre alternative. En fait, le vrai problème, c'est que souvent, les produits industriels qui paraissent moins chers, mais en fait, ils cachent des coûts ailleurs, la santé, l'environnement, la précarité des agriculteurs. Ensuite, c'est ce que je disais, là, c'est venu le moment de peut-être proposer, c'est de proposer quelque chose. Donc, il y a plein d'initiatives locales qui se lancent, qui rendent ça plus accessible, comme les AMAP, les marchés solitaires. Et ensuite d'engager, est-ce que si tu veux, je t'envoie le lien d'une AMAP près de chez toi, agriculture, pardon, pour le maintien d'une, à l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne près de chez toi, juste pour que tu vois comment ça marche. Donc évidemment que là, c'est très cadré et que ça paraît très simple sur un sujet peut-être facile euh, et que dans la réalité, dans la conversation, vous n'allez pas suivre ces étapes, mais ça vous donne des billes en fait pour amener la conversation quelque part et en fait garder ce schéma en tête pour pouvoir orienter le débat. Et on va s'entraîner après justement sur des personas qu'on pourrait rencontrer quand on est en train de militer. Donc on verra peut-être si pour s'entraîner. Donc, si vous voyez où je veux en venir, si on passe à la slide suivante, finalement, ce qu'on vous apprend pas, c'est une liste de contre-arguments que vous pouvez répondre à chaque fois que vous entendez quelque chose. C'est vraiment de vous apprendre que, en fait, répondre à des objections, argumentées de manière générale, c'est vraiment une histoire de posture plus que de connaissance. Souvent, on a l'impression que pour partir sur le terrain, on a besoin de connaître la réponse, on a besoin de connaître tous les programmes, on a besoin de connaître toutes les dates, on a besoin de connaître tous les faits. Et en fait, en réalité, pour se connecter avec quelqu'un, pour comprendre ses besoins, pour comprendre ses émotions, bah, c'est pas forcément ça dont on a besoin. Et c'est pas ça qui va forcément nous amener à avoir un débat fructueux ou une conversation intentionnelle. Et même parfois, j'ai envie de dire, si on en sait trop, entre guillemets, on va peut-être avoir plus tendance à vouloir parler de ce qu'on sait et d'exposer les faits plutôt que de rester dans cette conversation intentionnelle qui, du coup, va apporter moins de faits. Évidemment, c'est intéressant de pouvoir, et c'est ce qu'on disait, apporter des choses en lumière, de mettre des choses en lumière avec ce qu'on connaît, mais on part toujours de ce qu'on sait et on n'a pas besoin, et c'est vraiment le parti pris de Victoire Populaire, mais je pense, enfin, c'est ce qu'on apprend de nous, aux personnes qui vont sur le terrain, on n'a pas besoin d'avoir la science infuse, n'importe qui d'entre vous peut partir demain sur le terrain et aura, je suis sûre, tous les outils pour avoir des conversations. Euh, Moi-même, j'en ai fait l'épreuve. Donc, répondre aux objections pour résumer et répéter, parce que c'est toujours bien de résumer. Donc, c'est vraiment une histoire de posture. Donc, une histoire de posture, donc une écoute active, c'est une écoute curieuse. On a envie d'être curieux de savoir ou curieuse de savoir d'où la personne vient, pourquoi elle pense qu'elle vient, ce qu'elle pense. De légitimer l'émotion de la personne, l'objection de la personne. C'est pas de légitimer les faits ou de légitimer ce que la personne dit, c'est de légitimer d'où vient la personne et donc ce qu'elle est en train de ressentir. De toujours questionner, voilà, d'être dans cette posture de l'écoute et donc du questionnement. Pourquoi la personne pense ça? Pourquoi elle en est arrivée à penser ça? Et évidemment aussi, parfois on ne sait plus quoi dire. Parfois, en fait, la conversation tourne mal. Donc là, on vous a présenté plein de cadres. Dans la réalité, ça peut ne pas passer comme ça. Donc si tu vas à la slide suivante. Et on peut évidemment à la fin dire, bah voilà, en fait, on peut acter qu'on n'est pas d'accord. Bah finalement, la conversation est compliquée et on en termine par dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est OK, on va s'arrêter là. Et peut-être qu'il y en aura d'autres conversations. De pas parler de ce qui est quand on ne sait plus, c'est toujours bien de revenir à nous, notre propre histoire, notre propre ressenti, sa propre échelle de valeur, parce que ça, c'est toujours vrai.
et la personne ne peut pas, en tout cas, au lieu de parler de faits, de parler de son ressenti propre, normalement, la personne ne peut pas le nier, ou en tout cas, vous êtes sûr de ne pas vous tromper en parlant de votre propre expérience. Et voilà, si vous sentez aussi que ça tourne au vinaigre, bah, voilà, que vous avez apprécié cet échange, qu'il soit court ou long, mais que là, vous allez passer à autre chose. Donc ça s'applique aussi sur le terrain. Si vous sentez que vous n'êtes plus en capacité, voilà, vous savez plus quoi dire, vous pouvez plus répondre, vous êtes tout à fait, vous avez tout à fait le droit, voilà, de passer à une autre conversation. D'ailleurs, on s'est dit que c'était peut-être bien de définir des petits signes. Si vous partez sur le terrain, peut-être un signe avec votre organisateur ou vos autres organisatrices d'action, ou un signe avec votre binôme pour dire un peu, viens me sauver, là, la conversation, elle tourne au vinaigre, je sais plus comment faire les choses. Donc un petit signe, ça peut toujours sauver. Euh, Bon, il faut que ça soit discret parce que je sais pas ce qu'on va faire. On va pas faire ça, mais un truc discret qui fasse comprendre qu'on a envie d'être sauvé d'affaires. Et donc, ce que je vous propose, il nous reste un petit peu de temps, et ben, c'est qu'on s'entraîne ensemble. Bon, déjà, est-ce que, ouais, bon, on peut s'entraîner directement ensemble. Donc, aussi, autre chose que j'ai pas dit, si on va à la slide suivante. Donc, quand on tracte avec Victoire Populaire, les personnes vers qui on va, et le parti pris, c'est de se dire que il y a assez d'abstentionnistes et de gens indécis en France qui sont de gauche, mais voilà, qui sont indécis, euh, à aller chercher pour ne pas avoir besoin à parler à des gens qui sont complètement opposés à nos idées, qui nous feraient perdre du temps sur le terrain. Et donc évidemment que c'est utile de manière générale de parler à ces gens-là, mais nous, quand on part sur le terrain, quand on va faire du tractage conversationnel, quand on va faire du porte-à-porte, l'idée c'est d'aller notamment et d'avoir des discussions avec des gens qui seront pas complètement opposés à nos idées. Donc évidemment que là on vous donne des outils pour le faire, mais généralement euh, quelqu'un ne sera pas radicalement, si vous avez bien ciblé votre action, opposé à vos idées. Et donc, les personnes qu'on va plus généralement rencontrer sur le terrain, si on fait du tractage, ça va plutôt être soit un abstentionniste, quelqu'un qui a décidé de pas voter, ou quelqu'un qui est indécis, qui sait pas. En fait, finalement, il sait pas trop, il n'est pas forcément convaincu. Et donc, c'est plutôt ce type de personnes-là qu'on va rencontrer. Et donc avec lesquelles on va pouvoir enfin, travailler, répondre aux objections. Donc, premier cas, donc je vous laisse on va le lire ensemble. Donc, ça serait un abstentionniste. Un abstentionniste, donc, c'est quelqu'un de généralement désengagé, qui a été probablement déçu, qui a voulu parfois voter par le passé, mais maintenant qui se sent impuissant ou impuissante et pas représenté, qui est probablement désillusionné, qui est sûrement las, qui pourrait dire des choses du style de toute façon la politique ça sert à rien, les politiques c'est toujours les mêmes, qui a probablement ou peut-être un sentiment d'injustice. Et les phrases qu'on peut entendre parfois c'est j'ai pas confiance dans les politiques, de toute façon rien ne change, ça ne sert à rien. Voilà, ça c'est le type d'objection qu'on peut entendre. Et ce que je vous propose, c'est ensemble de carrément, évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est d'inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes. Yes. Donc, si vous voulez, la slide suivante, c'est un petit exercice. Vous pouvez répondre dans le chat et peut-être qu'on peut le compléter ensemble, un peu selon le modèle qu'on a vu. Euh, pour un petit peu appliquer ce qu'on a dit. Donc imaginez, on entend, franchement, la politique, ça sert à rien, ils sont tous pareils et de toute façon, rien ne change. Je me sens pas concernée par leurs histoires. Donc par exemple, si on voulait repartir du schéma qu'on avait dit, donc écouter de manière active, qu'est-ce qu'on pourrait écouter, reformuler, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? Déjà, peut-être poser la question de qu'est-ce qu'on, c'est Béatrice du Finistère, de poser la question, ce qui est derrière le ils sont tous pareils, peut-être? Ou qu'est-ce que tu Carrément. entends par ils? Enfin, qui tu mets dans le ils sont tous pareils ou qui vous mettez, pardon. Ouais, exactement. Bah ça peut être une première piste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées de... Moi, par exemple, ce que j'avais noté, c'était
Je comprends, tu veux dire que tu as l'impression que peu importe qui est élu, le quotidien reste le même. Donc là, vous reformulez. Vous reformulez pour essayer de comprendre et pour essayer de voir si vous avez compris ce que la personne dit. Mais en effet, poser un pourquoi en amont, c'est déjà bien. Déjà, vous creusez et ensuite peut-être vous reformulez. Peut- Moi, je partirais en revenant un peu sur notre programme, parce que justement, on propose des choses qui ne sont pas actuellement bien en place, à savoir ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc, il ne faut peut-être pas l'exprimer comme ça, en disant bah, justement ce que l'on propose, nous, c'est que la population soit mieux considérée, plus active. On propose donc ainsi de mieux participer, etc. Donc de formuler quelque part en revenant au programme sur quelque chose pour essayer de voir si elle adhère ou pas déjà. Donc ça fait un peu un lien entre sa position et là où on veut aller. Ouais, carrément. Et ben, ce que tu dis, c'est très pertinent, mais moi, je l'aurais plutôt mis dans le proposer ou engager, tu vois, donc, ou dans un petit peu plus tard. Déjà, peut-être, et c'est un peu ce qu'on a essayé de voir, euh, c'est déjà, peut-être, ce qu'on a dit, c'est d'essayer de creuser un petit peu. Très bien. Bah, par exemple, Marie-Christine nous dit, tu penses vraiment que quelle que soit la personne élue, ton quotidien sera le même. En fait, avant de parler de programme, avant de parler de solutions et d'apporter un autre regard, c'est déjà de creuser et voilà, et en fait de faire douter la personne de ce qu'elle est en train de penser. Donc ça, par exemple, ça c'est une très bonne idée. Tu penses vraiment que quelle que soit la personne élue, ton quotidien sera le même. Donc la personne va peut-être pouvoir se questionner. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à aider la personne à questionner en fait ses fondements, à questionner ce qu'elle est venue à apprendre. Parce que si directement on lui présente des faits, et on lui présente des solutions, elle va sûrement dire ah bah non, ça c'est pas pour moi. Alors que si avant on la questionne, qu'on l'amène à douter, après on va commencer à creuser et ensemble, là, si on va apporter ensuite des solutions, je pense que là la personne sera plus apte à les réceptionner. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est très bien et je pense que c'est adapté, mais je pense que ça vient plus tard. Oui, Mauricio. Oui, bonsoir. En fait, moi, je m'appuierais sur le. Ils sont tous pareils. On est quand même dans le cadre d'élections municipales. Alors, je lui demanderai à qui il pense quand ils sont, sont pareils. Est-ce que c'est des politiciens en général au niveau national? Et je pense qu'a priori, il répondrait oui. Alors que là, le sujet, c'est quand même les élus locaux, municipaux, les maires, qui sont beaucoup plus près des préoccupations quotidiennes des citoyens, de leurs administrés. Donc, Mm. je leur amènerai, j'essaierai de leur amener à réfléchir par rapport aux élus de sa commune. Est-ce qu'ils sont vraiment tous pareils et comment il le ressent, lui demander comment il le ressent donc à son Et niveau au bah, quotidien dans sa commune pour, euh, pour finalement lui demander, mais si vous étiez maire demain, qu'est-ce que vous feriez? ah bah carrément, bah ça c'est super. Ça c'est super parce que là on en est arrivé un peu à ce qu'on dit le name the game. En fait, c'est que ça correspond au recadré. Donc en effet, de lui montrer bah, ce que tu dis, ouais, c'est super. Et j'aurais pas dit mieux d'ailleurs. Voilà, c'est très bien. Ouais, Milo. Merci. Ouais, moi je suis d'accord avec Mauricio, j'étais sur cette posture-là aussi. Et puis peut-être lui demander si au niveau de la commune, il y a des choses qui sont passées qu'il a appréciées, d'autres qu'il n'a pas, contre lesquelles il s'est opposé. S'il est au courant au moins de ce qui se passe au niveau local, ce qui lui permettrait peut-être aussi de s'interroger sur ce qui est bien et pas bien. Ah, C'est bah clair? voilà. Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr. Cette posture, en fait, de vouloir interroger la personne, c'est vraiment la bonne posture à avoir et qui nous permettra de creuser et ensuite de lui montrer d'autres perspectives. Donc voilà, par exemple, de voir qu'il dit ils sont tous pareils, probablement il réfléchit de manière nationale et s'interroge pas sur plutôt la politique locale. Et donc là, on va pouvoir lui apporter une autre perspective. Je vois que Mauricio, tu as toujours la main levée. Est-ce que c'est parce que tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, 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 j'ai une crampe, c'est juste ça. Très bien.
Euh, et donc, est-ce que Vincent, tu peux afficher la suite? Donc là, j'avais mis bon, voilà, des types de réponses, mais évidemment, enfin, ce que vous avez dit, c'était très pertinent. Euh, donc j'avais dit, donc écoutez, je comprends, tu veux dire que tu as l'impression que peu importe qui est élu, le quotidien reste le même. C'est exactement ce que tu disais, Marie-Christine. Ensuite, relié, bah, je me suis soudain, souvent sentie comme ça, surtout quand je vois que les promesses étaient pas tenues. Alors ça, c'est peut-être au niveau national, mais aussi au niveau local. Après, recadrer, c'est un petit peu ce qu'on disait. Donc, bah, regarde au niveau local tout ce qu'on peut faire, tout ce que la mairie peut faire, etc. Euh, et après, proposer. Et bah là, c'est le moment où voilà, on peut lui proposer quelque chose. Donc, est-ce que bah, tu sais qu'il y a des manières, donc ce que tu disais, il y a des outils aujourd'hui où tu peux, par exemple, il y a une démocratie participative, tu peux être citoyen toi-même dans ta propre mairie. Donc voilà, proposer des choses pour que la personne se mette en mouvement. Donc vous voyez, c'est une manière de creuser et ensuite de proposer des solutions sans directement arriver avec une solution toute faite qui va pas forcément s'appliquer aux besoins de la personne et aux émotions de la personne parce que en fait, il n'y a pas forcément une bonne réponse et la conversation sera d'autant plus fructueuse que si bah, voilà, vous mettez en lien avec ce que la personne ressent et d'où elle vient. Ouais, Mauricio. Oui, peut-être ce que je rajouterais finalement, c'est que, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, plus on fait parler les gens, plus ils nous donnent des billes, en fait, pour Carrément. rebondir sur et trouver un angle pas de réponse ou de contre-objection, mais plutôt trouver un angle pour ouvrir la discussion. Et en fait, en lui demandant s'il était maire demain, s'il avait le pouvoir, qu'est-ce qu'il ferait? Mm. En fait, le mettre dans la position, il s'imagine, il a un pouvoir de décision sur sa vie, sur sa propre vie, sur celle des autres. Qu'est-ce qu'il ferait? Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir justement des billes de sa part, une liste de sujets sur Mm. lesquels on va pouvoir rebondir derrière. Et évidemment, on va essayer de rebondir sur ceux pour lesquels on a des arguments, des exemples, pour le faire abonder dans le sens qu'on souhaite. Et bah ouais, carrément. Et donc une règle enfin, c'est une règle un peu officieuse, mais qui est pas forcément dite quand on forme les gens pour partir sur le terrain, mais on dit à peu près 80% d'écoute, 20% de parler. Donc en fait, vous allez vraiment, vous n'êtes pas là pour raconter, enfin pour présenter tout un programme. On est vraiment là pour écouter les personnes, pour creuser. Et pour l'aider ensuite à s'interroger, à douter. Donc en fait, votre temps de parole, il est bien plus faible que ce que la personne vous dit en face. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de l'orienter vers la bonne direction. Donc carrément, yes. Et Ouais, non, pour aller dans le sens, c'était ouvrir le dialogue, en fait. On est toujours dans l'écoute active, comme tu disais, mais dans la recherche de comprendre qui il est et ouvrir pour que la personne puisse même peut-être se dévoiler sur des choses auxquelles elle n'aurait pas spontanément pensé en termes politiques, je veux dire. carrément, évidemment, ouais. Merci beaucoup. Et donc vous voyez, donc là on a fait un exercice, je pense qu'on va s'arrêter là, mais après vous pouvez faire le même exercice sur d'autres profils. En tout cas, ça peut être un exercice si jamais ça vous donne confiance avant de partir sur le terrain, voilà, de réfléchir à des profils, à des citations types que vous pouvez écouter euh, pour, savoir comment vous pourriez réagir. Alors après, l'idée, c'est pas de s'enfermer après dans ce schéma-là, dans ce cadre-là, mais vraiment de retenir plutôt cette manière d'interroger, de faire douter, de se mettre en lien avec la personne qui est vraiment la bonne posture à adopter. Que ce soit avec sur le terrain ou dans le cadre des élections municipales, évidemment, parce que nous, c'est notre bataille, mais aussi avec vos amis. En fait, dans tout type de conversation, c'est vraiment quelque chose de très utile et qui va rendre vos conversations plus fructueuses. Oui, Marie, moi j'avais une question, si c'est possible. Oui, Ouais, Béatrice toujours. Là aujourd'hui, je suis le relais de. Donc j'ai écrit là que j'étais sur une liste
au municipal d'opposition, on peut dire. Et on, on souhaiterait faire une petite action là pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, mais en fait, c'est moi qui ai incité ça. Et on a jusqu'au 6 février ou 4 février. Donc, c'est hyper court. Et j'ai pas enfin, je ne nous sens pas prêts à aller tenir des conversations parce que j'avais suivi la formation conversation là. Et donc là, l'idée est d'aller voir des gens dans la rue et leur demander s'ils sont sur les listes électorales et de les amener potentiellement à s'inscrire s'ils n'y sont pas. Mais je ne souhaitais pas, moi, pour l'instant, aborder l'idée du programme. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de ma part ou est-ce qu'il faudrait qu'on aille plus loin ou sachant que j'ai l'impression qu'on n'est pas complètement prêt, en fait. Bah, tout dépend. Nous, chez Victoire Populaire, comme on parle, je sais pas si Vincent aura une réponse, mais Ouais, je veux bien répondre. En fait, là, on parle d'une méthode de conversation pour amener quelqu'un à se poser des questions sur son comportement. Et son comportement, c'est pas forcément le fait de voter à droite ou à gauche, c'est même juste le fait de voter. Voilà. Effectivement, il y a une partie des gens qui ont besoin de rappels et d'informations électorales, ça c'est certain. Et en fait, du coup, la discussion, elle n'est pas utile parce qu'en fait, ils ont juste besoin de l'information. Mais quand même, souvent derrière, s'ils le font pas, c'est qu'ils ont décidé de pas y aller, quoi, ou que ça les intéressait pas. Et donc c'est là où la conversation, elle est utile pour les amener à passer à l'action. Et bien évidemment, c'est pas utile avec tout le monde. Si quelqu'un te dit ah tiens, ah, je savais pas, ah, bah carrément je vais y aller, etc. Et que tu sens qu'en fait elle est déjà engagée, tout ce process-là ne sert à rien. Mais je pense que c'est un outil qui reste pertinent pour convaincre les gens d'aller s'inscrire, de faire ce qu'il faut pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Et pour aller voter en fait. Enfin, en fait, à aucun moment on parle de programme hein, finalement. D'accord. C'est pas du tout le sujet. Et donc, si par contre, dans l'idée, si quelqu'un nous disait, ah bon, vous êtes d'où, enfin, vous faites partie de quelle liste, parce qu'il y en a deux, effectivement. Est-ce que dans ce cas-là, il faut dire, il faut expliquer, ou est-ce qu'on dit, ben, écoutez, on a prévu des réunions publiques, vous aurez des informations dans quelques jours pour couper, enfin, pour pas s'étendre et pas risquer je sais pas, enfin, je sais pas quel risque on peut avoir, mais en fait, ma question, ouais, je sens un peu de blanc là. Ma question porte sur le fait, est-ce que euh, notre objectif est que les gens soient inscrits sur la liste électorale, donc on va s'arrêter là et puis on dire, bah, allez-y, comme j'ai fait un petit papier avec un QR code, bah, flashez ça avec votre téléphone, vous arriverez directement sur l'écran enfin, sur le site du gouvernement. Faites-le. Et puis après, merci, puis on s'en va. Euh, Oui, je suis pas sûr de comprendre vraiment exactement. mais parce que c'est partie d'une liste et du coup, je pense que la question c'est est-ce que vous parlez du programme et vous parlez de votre, enfin, de C'est ça. votre. Est-ce qu'on va jusqu'au programme ou est-ce qu'on s'arrête là pour l'instant, cette première action, c'est histoire de se faire voir, de se faire reconnaître, de se faire connaître un petit peu. Et là, il faut la mener vite, en fait. C'est pour ça, il faut la mener ce week-end, quoi. Donc, j'aurai pas trop le temps d'expliquer, de présenter tout ce que je viens d'apprendre là, à mes collègues. Donc, c'est peut-être pas la peine de s'en mêler les pinceaux et de faire des trucs un peu foireux. Donc voilà, donc l'idée, est-ce que juste on s'arrête à l'inscription à la liste électorale ou on peut se permettre d'aller plus loin si on, Moi, si on est plus à l'aise, je sais pas. je t'invite à suivre le script, en fait, tout simplement. Là, on est sur une question qui est en lien avec l'action. Le script de Mhm. l'action, il invite à aller voter, à s'inscrire sur les listes électorales. Euh, Suis le script. Là, ça, après, effectivement, c'est un outil d'approfondissement pour améliorer sa compétence à discuter, etc. Ça se fait dans le temps. C'est pas ce week-end que tu vas maîtriser ça et tes collègues non plus. Et c'est Mhm. OK, quoi. Là, on Voilà, est c'est sur ça. une démarche Mhm. de fond, hein. Mhm. Pour les actions là qui arrivent, moi, enfin Marie, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais moi je t'invite à te référer au brief terrain et au script qui est autoporteur en fait, hein. Mhm. Ok, d'accord. Bon, merci. Sachant que en fait, on a un lien.
on a un lien de formation pour les listes. Il faudrait que je le retrouve parce que là, c'est vrai que ce qu'on apprend, c'est plutôt côté terrain pour des militants et côté liste, c'est un petit peu un angle différent. Du coup, il faudrait que je le retrouve. On a une boîte à outils spécifique pour les listes. Euh, Est-ce que Béatrice, tu peux me mettre ton mail dans le chat et je vais essayer de te Oui, retrouver ça. super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, Claire. C'est pas tellement une question, mais j'avais été faire un des week-end boost là, des victoires populaires. Et ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'il faut vraiment cibler les 18-35 ans, Mm, qui sont les moins bien inscrits et ceux qui votent le moins. oui. Donc, cibler les sorties de fac à l'heure du déjeuner, des trucs comme ça, plutôt que d'aller sur le marché et de voir des gens de tous les âges. Et sachant que on se positionne en plus, enfin, sans dire de quelle liste on est ou pas pour répondre à Béatrice, juste, on sait, alors d'après les chiffres, les statistiques, les machins qu'on a récupérés à VP, on sait qu'il y a plus que ça monte à 58% les abstentionnistes jeunes qui auraient une chance de voter à gauche ou écolo, et alors que chez les anciens, c'est plutôt 20%. Donc en fait, on a tout intérêt à cibler un public jeune, surtout là, vu qu'il nous reste très peu de jours avant la fin des inscriptions. Ouais, carrément. Ok, merci, merci. Carrément. Et on a aussi des. Donc là, je vais essayer de t'envoyer ça. On a des outils aussi qui nous permettent de repérer, en fonction de là où on habite, les zones qui seraient plus du coup abstentionnistes, qui seraient plus jeunes, etc. Pour nous permettre de cibler les actions. Donc chez Victoire Populaire, on ne fait pas des actions n'importe où. On essaye de cibler les actions pour aller justement vers ces personnes qui sont probablement abstentionnistes, mais qui sont probablement de gauche. Donc par exemple les 18-35 ans. Donc de cibler les lieux pour pas se diffuser. Enfin, pas pour se perdre en fait dans toutes les actions qu'on mène et pour pouvoir être le plus efficace possible en visant les lieux qu'on souhaite. D'accord, moi je ciblais la sortie d'école. Il y a pas, on est 2000 habitants, hein, donc c'est petit. Oui, La sortie d'école et potentiellement la sortie il y a du sport, du fitness ou des choses comme ça le samedi matin. Et donc effectivement, c'est plutôt une population jeune, ça fait plutôt très des bien. femmes. Mais, ouais. Très bien. Mm. Je pose la question par rapport aux sorties. Alors moi, je voyais plutôt lycée que d'école. Euh, Bien que effectivement les écoles, c'est les parents. Est-ce qu'il n'y a pas une distance à respecter pour tracter? Je crois on peut pas faire n'importe quoi, pas n'importe quoi. Il y a quand même des règles. Ouais. Dans mon village, il n'y a pas de lycée, hein. Il y a deux écoles primaires, hein, et maternelles, une privée, une publique. Donc voilà, pas trop le choix. Est-ce que Vincent, tu as la réponse à cette question sur la proximité? Je suis désolé, j'ai pas suivi. La question, c'est est-ce qu'il y a une distance à respecter quand on traque devant un lycée? Ah non, j'ai pas du tout la réponse. Ok. Et je vois que l'heure file et malheureusement, j'ai d'autres engagements. Donc, c'est super chouette de discuter avec vous, mais je peux pas rester encore très longtemps. Ouais, Claire? Non, c'était juste pour répondre. Je crois que la distance, c'est tant qu'on est sur la voie publique, on peut. Ok. Donc, Ok, il faut rester à merci. l'extérieur du lycée et de l'école. Merci beaucoup, Claire. D'accord. Et juste, c'est vrai qu'on ciblait les jeunes de gauche, mais ceux qui vont surtout voter parce que c'est plus dans leur pratique, c'est plutôt les seniors. Et donc, effectivement, si on veut gagner nos listes, c'est peut-être avec les sujets des seniors, Mm. malheureusement. Et j'ai Merci à juste, vous. D'accord, mais ouais. Entre-temps, juste on un va tout petit s'entraîner. truc, Entre-temps, on va s'entraîner. puisque vous parlez d'un village de 2000 habitants. Est-ce que vous avez vu Oui. qu'il y avait la Village Académie organisée par l'UNIR pour justement les villes de moins de 9000 habitants? Il y a une formation spécifique pour gagner dans les Pour les... ruralités. Ah non, j'ai pas vu. Non, je connais pas non plus. Ouais. Donc c'est là, on est. Ouais, je suis candidate. Hein, je suis pas pour questionner des candidats. Ouais, carrément. Attends, Oui, oui, mais D'accord. Mm. tac, Ok. je fais ça. D'accord. Euh, tac.
Vous faites partie ou vous êtes une liste unique de gauche dans votre commune pour 9000 habitants ou moins. Et du coup, Ouais, c'est ok. tous les Mhm. lundis soirs de 20h à 21h30, Loumir qui vous aide à structurer la campagne, comment raconter son histoire pour convaincre, comment recruter des bénévoles, etc. Et tous les vendredis midi, de midi à 14h, une permanence pour poser des questions. N'hésitez pas à y aller parce que Loumir, franchement, c'est une pépite et je pense qu'elle peut vraiment aider les listes à monter en puissance. Ok, ben super, merci. Et bah écoutez, merci énormément. J'espère que, en tout cas, ça a été le début de réflexion sur des sujets pour vous, ou peut-être la confirmation de choses que vous saviez déjà. Et bah, n'hésitez pas à regarder voilà, les formations, par exemple, de Loumir sur la Village Académie pour les listes de moins de 9000 habitants, ou les autres formations qu'on propose. J'ai envoyé le lien plus haut. Et évidemment, bah. C'est quelque chose qu'on met à la fin de toutes nos formations, mais on n'est pas financé par des milliardaires, on ne reçoit aucun argent de l'État et nos formations dépendent des dons mensuels. Donc notre revenu, c'est vraiment les dons mensuels. Donc si vous avez envie de contribuer d'une manière ou d'une autre aux dons, eh ben, n'hésitez pas. Tous les dons sont les bienvenus, même les plus petits, évidemment. Et bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être resté connecté pour ce. Alors, est-ce qu'on peut envoyer le lien ou je vous le renverrai par mail aussi, le lien du don. Mm. Je vous renverrai aussi les supports et le replay par mail. Et bah, merci à tous, merci pour votre participation, merci à toutes et bonne soirée et bon courage à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci.